J'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons notre cours par zoomer un peu, si vous voulez, sur le concept de tribu, mais à partir de sa dimension spatiale. Nous avons vu avec le modèle segmentaire, c'était relativement abstrait. Il y avait très peu d'indications ethnographiques. Maintenant, nous allons un peu donner quelques informations dans ce cours et dans le cours prochain sur ce qu'est la tribu. Alors, avant de vous donner une idée sur un peu le concept ou la notion de tribu, j'aimerais juste vous rappeler que la tribu est un mode de groupement et l'humanité a connu pas mal de modes de groupement. La horde, l'État-nation, l'État-cité et ainsi de suite. Donc vous avez des modes quand on parle de mode de groupement, ça veut dire tout simplement qu'on va insister sur les critères qui lient les individus au sein de cette communauté. Ça peut être des relations territoriales, ça peut être des relations politiques, la citoyenneté, comme dans la Grèce antique, ça peut être la tribu, où il y a un mélange de rapports politiques et de rapports de parenté, et ainsi de suite. La nation, c'est la communauté imaginaire la plus abstraite, qui inclut à la fois les tribus, les communautés religieuses, et ainsi de suite. Bien. Donc un mode de groupement, retenons que c'est un mode de groupement parmi d'autres, et nous allons un peu jeter plus de lumière, j'essaierai d'expliquer un peu le contenu social de la tribu, le contenu politique et le contenu spatial qui nous intéresse au premier lieu. Je commence par la dimension spatiale, et avec une entrée en rapport à la fois avec le pouvoir, avec la politique, avec le mode de groupement. L'entrée, c'est le territoire. Le territoire tribal. Que veut dire tribu, lorsqu'on étudie un peu le territoire ou les formes territoriales tribales? Vous avez, sur le plan vernaculaire, c'est-à-dire les mots utilisés localement pour désigner le mot territoire, vous avez trab rgibat, trab telle ou telle tribu. Ces mots-là ne sont pas utilisés partout au Maroc, d'accord? Vous avez le mot amazigh ou berbère de akal, qui veut dire également territoire, mais qui veut dire terre en même temps. Alors, turab, trab, akal, donc les gens désignent, ou les gens de la tribu, d'une tribu donnée, désignent un espace comme étant leur territoire. Je rappelle encore une fois, ça a été dit dans l'un des cours, le territoire, c'est la portion, c'est cette portion de l'espace sur laquelle une communauté exerce son pouvoir, exerce son contrôle. Vous êtes étranger, vous serez exclu. D'accord ? Donc, quel est le territoire de la tribu? Il n'y a pas une réponse, je le dis dès le début, il n'y a pas une seule réponse à la question qu'est-ce que c'est qu'un territoire tribal. Rappelez-vous, nous avons parlé du fractionnement lorsque nous avons étudié le modèle segmentaire. Le fractionnement, le concept de fractionnement, d'emboîtement n'est pas uniquement un concept segmentaire. C'est une notion ethnographique. Chaque fois qu'on observe des communautés tribales, on va observer ces subdivisions, ces fractionnements, ces emboîtements, peu importe le mot. L'essentiel, c'est qu'il y a une sorte, je ne vais pas y revenir, nous avons déjà consacré pas mal de temps au concept d'emboîtement, mais je rappelle tout simplement le diagramme, la pyramide, et une tribu la plus large possible, Doukala, les Aïtata, Aït-Soroshen, Aït-Filman, et puis vous avez plusieurs niveaux, plusieurs subdivisions. Et la question qui se pose, comment traiter le territoire à ces différents niveaux? Que veut dire le territoire pour la grande tribu, la confédération tribale? Que veut dire le territoire pour un lignage? Que veut dire le territoire pour un village, un douar nomade, et ainsi de suite. Donc voilà un peu le schéma du cours
c'est le fractionnement, d'accord, de la tribu, et comment les différentes communautés sous-tribales occupent leur territoire. Je le répète, il n'y a pas une seule réponse, il y a diverses réponses, et nous allons commencer par le groupement le plus large, qu'on appelle en Darija Qabila. En français, lorsqu'il est très large, on parle de confédération tribale, qui n'a pas d'équivalent dans le langage vernaculaire. C'est le mot Qabila qu'on va un peu appliquer à différents niveaux, y compris des fois la petite communauté villageoise. Mais peu importe, je l'ai dit l'autre fois, donc l'entrée vernaculaire est importante, mais pas pour le cours, pas pour notre cours. Vous avez la grande confédération tribale. Vous avez là une carte officielle, carte des tribus. D'accord ? Et là, vous avez les noms des tribus avec les frontières. D'accord ? Bnigil, sur lequel j'ai travaillé, j'ai publié un livre, Comment rester nomade. Donc je suis un peu familier avec cet espace, donc je l'ai parcouru pendant 2 ans. Vous avez ici Saghrouchen, Haïti Filman, vous avez Doukkala, vous avez Chaouia, vous avez les Zemmour et ainsi de suite. Vous avez cette carte, vous avez une idée de ce que sont les confédérations, les grandes confédérations tribales. Quand on parle de confédération tribale et de territoire de la confédération tribale, c'est un groupement de tribus qui défend son espace vital. Le mot espace vital est très important parce que pour chaque tribu, j'appartiens à un lignage X, j'appartiens à un village Y, il me faut, je suis transhumant, je suis agriculteur, il me faut un espace qui me permet de vivre. Et c'est la confédération tribale qui va contrôler cet espace vital dans lequel plusieurs petites tribus, plusieurs douars, plusieurs villages vont mener leurs activités économiques, agricoles, pastorales et ainsi de suite. Donc, première idée, lorsqu'on parle de confédération tribale ou de grande tribu, ou de taqbil, de qabila, pardon, en arabe, ou de aqbil, qui est rare, il n'y a que les Aïtata qui utilisent le singulier aqbil pour désigner le qabila. Pour dire, bon, aqbil c'est Aïtata, c'est-à-dire c'est beaucoup plus grand que qabila. Et donc, vous avez confédération tribale. On peut identifier une vingtaine, une trentaine, ça dépend des dénominations. Et l'espace vital de la grande tribu doit être un espace continu, quel que soit le mode de vie nomade ou sédentaire ou transhumant. C'est un espace continu. Vous n'allez pas trouver Bnigil ici et puis Bnigil plus loin, le territoire des Bnigil plus loin. Donc il y a un espace continu, et cet espace continu doit être le plus diversifié possible. Vous avez la majorité des grandes tribus, en tout cas toutes les tribus sur lesquelles j'ai des informations, le Rif, le Haouz, le Haut-Atlas, le sud du Maroc, le Ouadnoun, etc. C'est de grandes tribus, avec de grands espaces. Si je vous dis par exemple que les Aïtata dominent un espace de plus de 50 000 km². Plus de 50 000 km². Les Aïtata, ici. D'accord ? Les Bnigil, 26 000 km². C'est-à-dire environ 200 km sur 80 km. C'est plus grand que le Liban.
Le Liban, c'est 10 450 km². Ça, c'est plus grand que le Liban. Pratiquement le double. Donc cet espace-là est assez vaste, il est continu et il est diversifié. Ça veut dire quoi diversifié? Ça veut dire qu'une tribu ou les communautés tribales ont besoin de plusieurs espaces qui correspondent à leur mode de vie, sédentaire ou transhumant ou nomade, peu importe. Vous avez la majorité des tribus qui occupent la plaine. Quand ils occupent la plaine, ils ont besoin de la montagne. Donc vous aurez la majorité des tribus du Haouz, d'accord? Ils ont une partie, ils contrôlent une partie de la plaine et une partie de la montagne, ou en tout cas du piémont. Et vous avez ceux qui sont dans le piémont, ils contrôlent également et le piémont et la montagne, et puis les alpages. Les alpages, c'est plus de 1500 mètres minimum. Et pourquoi ils ont besoin de cette diversité? Si on prend l'exemple des Aïtata, du désert jusqu'à Azilal, donc le Haut-Atlas. Donc, il y a le désert, ils ont besoin du désert à un moment de l'année, ils ont besoin de la montagne à un autre moment de l'année, et ils ont besoin des alpages l'été, par exemple. D'accord? Donc, vous avez un espace vital continu et un espace vital diversifié qui répond à plusieurs besoins qui ne sont pas forcément des besoins uniformes. Je suis pasteur, l'été, j'ai besoin des alpages, il faudra que ma tribu contrôle les alpages pour que je puisse aller à ce qu'on appelle l'Azban ou Adrar, des fois, la montagne, etc. Donc voilà, première réponse, si vous voulez, au rapport entre communauté tribale et tribu et espace, c'est que le territoire, le plus large possible, constitue l'espace vital des différentes communautés et sous-communautés tribales, depuis le lignage, le village, et ainsi de suite. La tribu, dans l'histoire du Maroc, en tout cas avant la colonisation, la tribu Bnigil, ou la tribu Aïtifilman, ou Aïtata, etc., étaient des structures militaires. C'est-à-dire, ils défendaient militairement cet espace-là. D'accord? Et quand on défend une structure, un espace vital, on ne le défend pas chaque année. On peut le conquérir une fois chaque 10 ans. On se déplace, les Bnigil, selon la légende, se sont déplacés, ils étaient au Sahara et puis ils sont venus. Donc à ce moment-là, la structure militaire, pour conquérir un espace dans les steppes, c'était des nomades, vital pour eux. Bien sûr, c'est toute la confédération tribale qui va être mobilisée. Mais une confédération tribale de quelque chose comme, je regarde un peu les statistiques, de plus de 100 000 habitants dans les années 60, vous ne pouvez pas les mobiliser quotidiennement. On ne peut pas les mobiliser quotidiennement. Donc la tribu, ou la confédération tribale, la grande tribu, est une communauté exceptionnelle et éphémère. Ce n'est pas une structure qui est mobilisée quotidiennement. Une fois chaque année, pour les élections chez les Aïtata, c'est toute la confédération tribale qui va être mobilisée. Quand on dit toute la confédération tribale, il y aura des délégués, il n'y aura pas les 100 000. Il y aura des délégués, des tribus qui seront là, mais pas toute la communauté. Donc, il est très, très intéressant pour nous d'insister sur les statistiques, parce que souvent, lorsqu'on parle des tribus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de statistiques et en termes de territoire contrôlé. Donc retenez tout simplement que ce niveau-là, qui défend l'espace tribal,
est un niveau exceptionnel et éphémère. Quand je dis éphémère, ça peut durer 2 mois, 1 mois et demi, donc des conquêtes, défendre son territoire et ainsi de suite. Alors, premier niveau, niveau éphémère exceptionnel, et donc c'est à des échelles inférieures, d'accord, que s'organise la vie quotidienne ou la vie tout court des tribus. Là, vous avez la tribu Bni Ghil. Il y a quelque chose comme 16 tribus dans la tribu Bni Ghil. Ils sont dénommés ici, donc chacune à sa place, d'accord, avec des frontières. Ces frontières-là, il ne faudra pas les prendre trop au sérieux, hein. Là, bien sûr, le géographe il est obligé de mettre des frontières en ligne, mais souvent, ce n'est pas des frontières en ligne. Il y a des espaces. Généralement, le géographe, quand la frontière n'est pas précise, enfin la géographie en sciences sociales en général, et dans le vocabulaire politique également, on parle beaucoup plus de confins. Quand les frontières ne sont pas précises. Là, vraiment, c'est comme s'il y a une administration qui est passée et qui a déterminé les limites, etc. Ce n'est pas ça. Donc, il faudra les prendre comme des frontières indicatives, beaucoup plus que des frontières réelles. Donc, au sein, il y a les petites tribus, et c'est au niveau de cette tribu que s'organise la vie politique. Donc, là, il y aura un shir, rappelez-vous, l'amrar, ici c'est le shir, et c'est le shir qui va commander la tribu, qui va être le trait d'union entre la tribu et l'administration, makhzen au départ, coloniale par la suite, et actuellement avec l'administration du Maroc indépendant. Donc, confédération tribale des tribus, d'accord, et puis au sein des tribus, vous avez encore des farqas ou des fractions de tribus, et au sein des fractions des tribus, les petits douars de 10 tentes, 12 tentes, 20 tentes maximum. D'accord ? Donc pour chacun de ces niveaux, nous avons une définition du territoire. Espace vital, là sur la carte, on vous indique uniquement l'emplacement potentiel de la tribu. Mais en fait, lorsqu'il s'agit des transhumants et des sédentaires, on parle de discontinuité spatiale. Retenez discontinuité spatiale. Ça veut dire quoi discontinuité spatiale? Vous avez ici, de façon très arbitraire, ce qu'ils appellent au sud Sahara, le désert, et Dahra, qui est beaucoup plus froide. Des fois, il y a la neige. C'est des hauts plateaux. Ce n'est pas de la montagne, mais c'est des hauts plateaux, 1200 mètres d'altitude. Donc, toutes les tribus, d'accord, n'ont pas un parcours, un territoire déterminé. La même tribu peut avoir des parcours dans différentes parties du territoire. Parce qu'il a besoin de Sahara lorsqu'il fait froid. Donc ils descendent. Et quand ils descendent, ils ne demandent pas l'accueil à tel. Ils ont le droit de descendre et d'occuper tel parcours. Et ce n'est pas toute la tribu qui va occuper le parcours, c'est des douars, comme j'ai dit tout à l'heure, des douars, des campements entre 8 et 20 nomades. Donc chaque douar va occuper un campement, un parcours, pardon. Donc discontinuité, la même tribu ne sera pas comme chez les sédentaires, n'occupera pas comme chez les sédentaires un territoire continu. Le territoire continu, c'est au niveau de la confédération tribale. Mais à l'échelle des tribus, il y a la discontinuité spatiale, c'est-à-dire la tribu A. Hein, lorsqu'on demande au cheikh où sont les nomades, de mémoire, il peut vous citer que 70% des tentes, voilà, ils sont dans tel parcours, dans tel autre, et entre tel parcours et tel parcours, il peut y avoir 20 km, 10 km, 50 km, etc.
Donc imaginez, nous sommes la tribu X, mais nous sommes dispersés dans le territoire. La même chose pour les Aitata. Et David Hart décrit de façon plus détaillée la discontinuité spatiale. La même tribu, le même Khoms, par exemple, le Khoms d'Aït Wahlim, c'est l'exemple de Aitata, il existe dans 29 localités. Le Khoms, c'est la subdivision des Aitata. Il y a 5 Khoms, je le rappelle. Ils sont présents dans 29 localités, Tamazirt. Et ces 29 localités dépendent de 9 qaïdas. Donc le mode de vie des transhumants, le mode de vie des nomades, les oblige à avoir un rapport plus souple au territoire. Je suis pasteur, transhumant, j'ai besoin du Sahara, du désert, j'ai besoin du Piémont, j'ai besoin des alpages. Discontinuité spatiale. Mais ce qui complique également le tableau, c'est qu'en plus de la discontinuité spatiale, il y a ce qu'on appelle la redéplication des groupes. C'est-à-dire que dans un même parcours, vous allez trouver 2, 3 Khoms, 2, 3 petites tribus, 2, 3, 4 lignages, dans la même localité. Donc vous ne pouvez pas tracer comme ici, parce que là c'est indicatif, vous ne pouvez pas tracer et dire les Oulad Jabir c'est ici. Oui, une bonne partie des Oulad Jabir revient ici, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas un droit sur les parcours de Oulad Jabir. Donc discontinuité spatiale, j'espère que c'est clair. Redéplication, ça veut dire que dans le même parcours, dans le même campement, il y a plusieurs groupes. Chez les sédentaires, c'est plus simple. D'accord ? Chez les sédentaires, le fractionnement, quand je dis simple, ça veut dire qu'il est inscrit dans l'espace, et inscrit de façon relativement claire. Lorsque vous parlez de village, le village est là, c'est une agglomération qui a des limites claires. Les parcours qui sont à proximité du village appartiennent au village, et ainsi de suite. D'accord ? Donc vous avez à chaque fois, des fois, pas à chaque fois, mais vous avez souvent des hameaux lorsque le village est dispersé. Vous savez, dans les montagnes, le relief ne permet pas d'avoir un espace continu, plat, pour construire un village. Donc parfois, le même village est dispersé en plusieurs hameaux. Donc vous pouvez avoir le territoire d'un hameau, avec sa mosquée, etc., ses parcours, mais vous pouvez également avoir le territoire d'un village. Donc pour chaque village, il y a des parcours de proximité. Mais 3 à 4 villages qui composent une tribu peuvent avoir également les parcours de la tribu, notamment pour les alpages. Donc l'espace est continu pour les sédentaires, mais chaque fraction occupe un territoire. Il y a le territoire de la grande tribu, il y a le territoire de la petite tribu, Taqbilt, et il y a le territoire des villages. De façon théorique, encore une fois. Donc voilà, si vous voulez, pour l'articulation fractionnement et espace. Fractionnement et contrôle du territoire. Première réponse, il y a l'espace vital. Cet espace vital est contrôlé par la grande confédération tribale, mais cette confédération tribale est exceptionnelle et éphémère. Ce n'est pas à ce niveau que les gens pratiquent leurs activités socio-économiques, agricoles ou pastorales. Et puis il y a les espaces de vie. Robert Montal, par exemple, vous dit pour la Taqbilt, le canton qui est composé de 3 à 4 villages, que c'est l'espace, c'est le territoire qui impose cette forme-là. C'est-à-dire qu'il faut que la Jama'a de la tribu délibère la même journée. Et c'est une limite. Dès que ça dépasse une dizaine de kilomètres, il est très difficile de se réunir. Donc tous les 3 à 4 villages qui peuvent se réunir en une journée peuvent former une Taqbilt. Mais au-delà, c'est difficile. Donc l'espace, le territoire est une contrainte. Plus l'espace est réduit, plus les interactions sont intenses.
Et plus le territoire est plus grand que le Liban, plus, bien sûr, les interactions sont très lâches. Ça peut être un moussem, ça peut être les élections au niveau de la tribu. Et donc, le plus important, dans la description un peu du vécu des communautés tribales, c'est soit le douar pour les nomades, les 20 ou 8 ou 10 tentes, ça c'est le quotidien, soit le douar avec sa petite mosquée, avec sa petite jama'a. C'est là où s'exerce un peu le pouvoir sur les canaux d'irrigation, sur les parcours, sur la mosquée, sur le cimetière, etc., etc. Donc voilà en gros fractionnement et occupation du territoire qui est relatif et lié à la quotidienneté des gens. Bien. Deuxième idée, en plus du fractionnement, l'idée du fractionnement et du territoire. Deuxième idée, je ne vais pas être très lent là-dessus. Et si nous avons le temps, nous pouvons y revenir lorsque nous allons traiter de la morphologie sociale. Vous avez la projection, la question de la projection des structures sociales sur l'espace. Vous avez un fractionnement. Là, c'est clair. L'espace continu. Les gens connaissent les limites. Le parcours X, le parcours Y. La rivière X, c'est elle qui est la limite entre nous et les autres. Très clair. Espace continu. D'accord. La projection des structures sociales sur l'espace, imaginez, et ça a été décrit par Jacques Berg, ça a été décrit par Hart, ça a été décrit par Paul Pascan et d'autres, imaginez, vous êtes dans un village, vous avez 10 lignages, d'accord, et puis vous posez la question par rapport à l'espace, à la dimension spatiale. Où est-ce que vous habitez ? Dans le même village. Est-ce que vous avez un quartier où il y a les aides X ou l'aide Y, ou est-ce que les lignages sont dispersés dans le village? Et c'est deux choses différentes. Lorsque le lignage est une unité à la fois sociale et une unité spatiale et résidentielle. Ça prouve que la capacité, qui peut être politique, qui peut être sociale, est beaucoup plus grande. Donc, deux scénarios extrêmes. Dispersion des familles des lignages dans le village. Votre voisin n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous partagez des rapports, des liens de sang. Mais vous avez également la projection des structures sociales sur le terroir lui-même, le terroir agricole. Et souvent, pour des raisons d'équité, vous avez les 10 lignages, supposez qu'il y ait 5 terroirs, les 10 lignages doivent être présents dans les 5 terroirs. Vous n'allez pas trouver un lignage et un terroir, un lignage et un terroir, un lignage et un terroir. Parce que les 5 terroirs présentent des qualités différentes, présentent des enjeux différents. Certains terroirs sont irrigués, d'autres pas. Pour certains territoires, la qualité du sol est meilleure, etc. Et donc, lorsque le village s'organise, il s'organise de telle sorte que le lignage ait des parties dans les différentes terroirs. Idem pour les parcours, la même chose. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des 9 qaïdas, des 29 localités de Homs et Oued. Il faut que les différents groupes du Homs, des différents groupes, tribus, clans, peu importe le nom, soient présents dans les différentes localités. Le même lignage, le même douar, je le répète, pour des raisons d'équité, doit être présent dans différentes parties de l'histoire. Et c'est ce qui complique un peu les structures sociales. Dans l'étude des structures sociales, même actuellement, on va le voir encore avec le rapport entre la tribu et la commune, ce qui complique les subdivisions administratives. Donc voilà, c'est juste une idée pour vous dire que les choses ne sont pas si simples que ça et que ça ne se passe pas toujours de cette façon avec des lignes relativement claires, fixes, rigides, etc.
Donc les structures sociales ne sont pas inscrites de façon, disons, simple sur l'espace tribal. Mon dernier point, toujours en rapport avec l'espace, c'est le concept ou la notion du lef. Le lef, c'est un mot qui est utilisé au Maroc, dans plusieurs régions au Maroc. C'est un peu l'équivalent du sof en Algérie, mais également il y a des tribus qui parlent du sof en Algérie, au Maroc et en Algérie. Donc le lef, c'est un système d'alliance. Donc la grande tribu, par exemple les Riraya ou les Aitouaouskites, la grande tribu est divisée en deux ligues, deux lefs. Mais ces deux ligues sont réparties de façon relativement équilibrée dans l'espace tribal. Donc l'image que Robert Montagne et d'autres donnent du lef, c'est une sorte de... c'est réparti de telle sorte qu'il y ait un équilibre spatial entre les différents sous-groupes de la Ligue. Il y a la Ligue A et la Ligue B, et donc les différentes parties de la Ligue A et de la Ligue B sont réparties comme le sont les carrés blancs et noirs du damier ou de l'échiquier. Donc à chaque fois, vous avez votre ennemi potentiel, vous partagez les frontières à chaque fois avec votre ennemi potentiel, mais pas forcément avec votre allié. Et donc vous avez une sorte de damier ou d'échiquier. Nous allons montrer une carte de Robert Montagne qui représente ça. Et donc c'est une manière, encore une fois, c'est la grande tribu qui est divisée en deux ligues. Donc carré, pourquoi ces deux systèmes, ce système d'alliance? L'une des fonctions, c'est que lorsqu'il y a un conflit entre deux tribus voisines, rappelez-vous, le modèle segmentaire, c'est proche du modèle segmentaire, donc je connais quels sont mes alliés qui appartiennent à un autre lef, mais qui sont plus loin sur le plan spatial. L'effet, c'est que plus, comme pour le modèle segmentaire, l'effet, c'est plus la violence se généralise, plus il s'atténue. Deux groupes A et B qui entrent en guerre, s'ils ne sont pas soutenus par les autres, soutenus, ça peut être un arbitrage, pas forcément un soutien militaire. On va se mettre soutenu, ça veut dire tout simplement que les tribus qui ne sont pas concernées directement par le conflit vont essayer, soit bien sûr militairement, soit par arbitrage, de résoudre le conflit. Donc l'idée, c'est plus le conflit se généralise, enfin en tout cas c'est l'effet, plus le conflit se généralise, plus le caractère violent de ce conflit est atténué. C'est le principe du modèle segmentaire, sauf que Ernest Gellner, rappelez-vous, le cours dernier, Ernest Gellner reproche au LEF, à la notion de LEF et à Robert Montagne de ne retenir qu'un seul niveau, le niveau tribal. Alors que pour Ernest Gellner, le modèle segmentaire ou le modèle du LEF doit être recherché à différents niveaux de la tribu. La limite pour Robert Montagne, c'est que le LEF est organisé de cette façon. Il n'y avait pas de LEF au sein de la petite tribu. Le LEF est organisé à l'échelle de la grande tribu. C'est également une manière de sortir la petite tribu de son espace restreint. Parce que, rappelez-vous, le territoire de la grande tribu, c'est une cinquantaine de kilomètres carrés, 60 kilomètres carrés, 100 kilomètres carrés, etc. Donc le LEF, le système d'alliance, permet à la petite tribu de sortir de sa vallée ou de sortir
de son petit territoire. Voilà en gros ce que je peux dire sur l'articulation espace tribal, territoire tribal, et fractionnement d'une part, et puis bon, les deux autres problématiques qui méritent des cours, mais bon, c'est pas grave. Le LEF mérite un cours à part et la projection des structures sociales sur l'espace mérite également un cours à part. J'espère qu'on aura le temps pour en débattre, que vous aurez bien sûr pas mal de textes à lire sur ces projections. Donc je vous laisse regarder un peu les livres, retenir les livres, vous aurez les extraits. À bientôt.